Alors j'ai déjà fait deux vidéos que vous trouverez sur la chaîne YouTube Ioana Miku Pro. C'est des vidéos qui visaient essentiellement à donner des informations sur les conséquences en fait que le confinement a sur la vie familiale et notamment les enfants et les parents, et aussi des pistes pour mieux vivre finalement cette situation. Ce qui m'a donné envie là ce matin de faire une nouvelle vidéo, c'est bon, là on arrive en deuxième semaine de confinement avec beaucoup de choses à gérer pour plein d'entre vous, plein d'entre nous. Ce constat que les situations finalement familiales sont très très diverses, très inégales aussi entre les personnes qui peuvent être par exemple célibataires sans enfants et au chômage technique, donc qui ont plus tendance à un peu s'ennuyer et trouver le temps long, versus bah, les familles avec plusieurs enfants, des fois en bas âge, avec le télétravail à gérer, la continuité pédagogique à assumer, plus plein d'autres choses évidemment. Donc euh, ça crée des inégalités et ça crée aussi, ça peut créer beaucoup de culpabilité. Je ressens beaucoup de culpabilité chez certaines personnes qui me disent mais je lis plein de choses, je dis que ça peut être une chance de profiter de nos enfants parce qu'ils sont à la maison et qu'on voilà, on peut profiter d'eux différemment. Mais j'y arrive pas, j'ai pas le temps de tout faire. J'ai l'impression de faire plusieurs journées en une. Je ne peux pas travailler quand j'ai des enfants en bas âge et en même temps faire du télétravail, c'est pas possible. Les familles qui ont un seul ordinateur avec peut-être des enfants plus grands qui travaillent essentiellement avec les écrans, donc forcément ça pose des problèmes. J'ai une personne de mon entourage qui me disait, ma fille en fait pleure le soir parce que elle s'en veut de ne pas réussir à tout terminer, tout le travail qui a été mis en ligne par les professeurs. Donc en fait, c'est une situation qui génère beaucoup de difficultés et qui se répercute au niveau de la vie de famille que vous devez gérer en tant que parent, qui peut générer beaucoup de stress, beaucoup de tension aussi, et du coup enfin, se répercutant du coup sur l'ambiance familiale. Et donc là aujourd'hui, j'avais envie de parler. Je vais essayer de faire une vidéo, peut-être. J'aimerais bien parler une demi-heure, 40 minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, puis j'essaierai d'y répondre. L'idée vraiment majeure que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que, et n'en déplaise à certains, pour moi, la continuité pédagogique n'est pas la priorité. Voilà, c'est clair. S'il n'y a qu'une chose à dire, c'est celle-ci. Je vais la développer. Je vais développer les raisons qui me font dire ça. La continuité pédagogique est importante. C'est important, bien sûr, de dire à nos enfants que ce ne sont pas les vacances, c'est une situation particulière, inattendue, exceptionnelle, mais en même temps, ce n'est pas l'école. On est dans un entre-deux que personne n'a jamais vécu, ni eux, ni nous. Donc forcément, il y a tout à apprendre, tout à créer, et avec voilà, des inconnus à gérer. Euh, je, je crois que c'est fondamental et en tant que psychologue, je ne peux que, je pense que tous mes confrères et consoeurs psychologues seront d'accord avec moi, que notre santé mentale, que le bien-être psychologique de nos enfants et du nôtre est primordial aujourd'hui. La situation va durer encore plusieurs semaines, on ne sait pas quand, combien de temps, pardon. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne soin de nous parce qu'on est en train de vivre une sorte de marathon. Une chose est sûre, c'est que nous ne sommes ni des animateurs de centres de loisirs, nous de Club Med, on n'est pas formés pour ça. Il y en a qui ont peut-être plus de compétences que d'autres hein, pour trouver des animations, de la créativité, occuper les enfants. Mais être animateur, c'est un métier en soi, ça s'apprend, ça s'improvise pas. Donc voilà, je crois que c'est important déjà de poser ça. Et la deuxième chose que je veux poser, c'est qu'on n'est pas enseignant. Alors j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, on n'est pas enseignant. Enseigner, c'est un métier dur qui demande de nombreuses années d'études, de nombreuses expériences aussi professionnelles, de nombreuses méthodes pédagogiques, et ça ne s'improvise bien évidemment pas, on s'en rend tous compte. Donc, ce que j'ai surtout envie de vous passer comme idée, c'est que
Aujourd'hui, dans la situation qu'on vit, nous ne sommes pas enseignants ou professeurs et on ne va pas les remplacer et il ne faut pas essayer de le faire parce que sinon c'est vous vous mettez la propre pression et du coup vos enfants également. Moi, je me situe plus, j'ai deux enfants de 10 et 8 ans, je me situe plus vraiment comme une sorte de répétiteur avec mes enfants ou de collaborateur avec mes enfants. Je me mets à côté d'eux et pas en face d'eux en train de jouer à la maîtresse. C'est pas le but et je pense que ça génère de la tension et de la pression et des exigences qui ne sont pas utiles et qui vont vous desservir plutôt que de vous servir. Ce que j'ai envie de vous dire, comme nous sommes ni enseignants ni profs, c'est que vos enfants, nos enfants apprennent bien au-delà du programme scolaire de la classe dans laquelle ils sont. Je vais vous faire un petit partage d'expérience personnelle. L'année dernière, en 2019, de janvier à fin mai, on est parti en famille voyager. On a fait un break pour partir voyager. Donc on a déscolarisé nos enfants, donc, qui avaient 9 et 7 ans à l'époque. Alors on est d'accord, hein, je n'avais pas des enfants au collège ou au lycée, donc bien évidemment les choses étaient différentes en termes de scolarité à assumer. Mais on a rencontré beaucoup de voyageurs qui nous ont fait part de leur expérience avec même des jeunes plus grands. Donc on a voyagé pendant 5 mois. Nous avions le français et les maths qui nous avaient été donnés par les enseignantes au niveau du planning en fait à suivre pour pas que nos enfants aient trop de retard au mois de mai quand on allait revenir. Je pense très honnêtement ne pas me tromper si je vous dis qu'on a dû travailler en moyenne 1 heure par jour, à peu près, hein, du début à la fin, 1 heure par jour. On choisissait généralement de faire une fois maths, une fois de français, etc. Et encore, on travaillait pas tous les jours. Je vous dis ça parce que, alors je vous dis pas que ça a été de tout repos à des moments, on avait des moments de tension, on se disait mais est-ce qu'on fait bien? Est-ce que on n'est pas en train aussi de les desservir? Est-ce que quand on va rentrer en France, ils auront le même niveau que les copains, etc. Et en fait, l'expérience qu'on a, c'est que nos enfants n'ont absolument pas de retard. Ils n'ont pas gâché leur scolarité sous prétexte qu'ils ont eu 4 mois de moins d'école que les copains. Ils ont appris bien au-delà de ce qu'on pouvait avoir dans les manuels. Bien sûr qu'ils ont pu quand même apprendre des notions essentielles, des notions qu'on connaissait, des notions qu'on était en capacité de leur transmettre. Mais le fait de travailler 1 heure, 1 heure et demie par jour était suffisant pour nos enfants, en tout cas en âge primaire. Les voyageurs qu'on a rencontrés, parce qu'on a rencontré beaucoup de familles qui voyageaient avec des collégiens, voire des lycéens, qui du coup assuraient la continuité, même avec le CNED, etc. Donc c'était quand même des choses beaucoup plus formalisées que nous, nous ont fait le même retour. Donc le fait d'établir un planning où ils travaillaient tous les matins pendant peut-être 2 heures, 2 heures et demie, et ensuite ils vaquaient à leurs occupations de voyageurs. Toutes les nouvelles qu'on a de ces personnes-là, c'est que ça s'est bien passé et que leurs enfants sont sortis de cette expérience enrichis plutôt qu'être desservis en termes de scolarité. Donc vraiment, je vous partage cette expérience personnelle pour essayer d'apaiser en vous ce sentiment peut-être de peur ou d'appréhension, de ne pas être suffisamment aidant, efficace ou rapide comme le voudrait le programme qui vous est donné tous les matins. Et si vos enfants ou vos ados m'écoutent, hein, ils peuvent tout à fait le faire. Je m'adresserai un peu plus tard à eux directement. Mais c'est important, bien évidemment. Je ne fais pas l'impasse sur la scolarité, mais pas dans n'importe quelle condition et pas au prix d'avoir une ambiance pourrie à la maison. Ça, c'est évident. C'est pas parce qu'ils ne vont pas connaître la table de 7 ou maîtriser parfaitement le passé simple quand dans 1 mois et demi on sortira du confinement, enfin en tout cas dans quelques semaines, que ça va, qu'ils vont rater leur vie. D'accord? Il faut aussi dédramatiser les choses. Déjà, nous, en tant que parents, leur vie n'est pas fichue, n'est pas finie, et leur scolarité non plus, sous prétexte qu'il y a eu ce temps exceptionnel d'arrêt d'école, ou en tout cas de continuité pédagogique à la maison. Si vos enfants étaient déjà en difficulté avant, eh ben, il est fort probable que les difficultés soient encore existantes après, mais je ne pense pas qu'il y a un écart énorme qui va se creuser. Les enseignants, quand le confinement sera terminé, savent aider des enfants qui ont un niveau hétérogène. Ils savent s'adapter à ces différents, enfin, voilà, aux spécificités de chacun des enfants. Donc il faut aussi faire confiance aux enseignants pour pouvoir nous aider
à finalement prendre la relève. On fait du mieux qu'on peut, mais ils prendront la relève avec toutes les connaissances et les capacités qu'ils ont. Voilà. Donc, je continue un petit peu. Alors, j'ai une personne de ma famille qui m'a envoyé un message ce matin. C'est ça qui m'a aussi donné l'envie de faire la vidéo. Une personne de ma famille qui m'a dit, Johanna, est-ce que tu peux me conseiller parce que j'ai la prof de ma fille, elle est au collège, qui nous a envoyé un message en disant que tout travail non rendu vaudrait un 0 pointé comme à l'accoutumée. Alors, ce que j'ai répondu à la personne de ma famille, c'est que je pense que prioritairement, il faut appeler cette prof, en fait, pour parler de cette situation et de cette demande qui n'est juste, de cette injonction qui n'est juste pas aidante, euh, plutôt que de faire porter cette responsabilité aux enfants, d'accord? C'est pas à eux d'être responsables des quantités de travail, hein. S'ils n'arrivent pas à tout faire, c'est qu'ils sont en difficulté. Donc l'idée, c'est de les aider à sortir de cette difficulté et du coup en entrant directement en lien avec les enseignants pour leur parler de la situation spécifique de vos enfants. En disant, voilà, ma fille ne pourra pas rendre le devoir de maths comme vous l'avez demandé malheureusement, je vous propose, est-ce qu'on peut avoir un jour supplémentaire, etc. Et d'expliquer vos situations particulières. Il faut s'adapter à vos situations particulières plutôt que d'essayer de rentrer dans un moule qui serait donné par les consignes quotidiennes. Les enseignants le savent. Là, je donne cette anecdote, mais je sais et j'imagine que les 90% des enseignants, voire plus, sont extrêmement compréhensifs et bienveillants envers les parents. Moi, je le vois dans l'école de mes enfants, on a toujours à la fin des mails un petit mot du genre bon courage, faites comme vous pouvez, on fait tous de notre mieux, etc. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre par rapport à ça. Appelez les enseignants, dites-leur vos difficultés, ne restez pas seul avec ça, ne vous culpabilisez pas, d'accord? Faites en tout cas connaître votre situation spécifique aux enseignants, ils sont là pour vous aider et ils ne sont pas là contre vous ou contre vos enfants. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de cet isolement dans lequel souvent on tombe quand on culpabilise ou quand on a honte de ne pas y arriver. Du coup, on n'en parle pas, on n'appelle pas. Surtout si on est entouré de personnes qui disent oh bah, tout va bien pour nous, c'est super, on fait des gâteaux et tout ça, je passe enfin du temps avec mes enfants. C'est très bien hein, que certaines familles puissent le faire. Mais il faut aussi avoir conscience qu'on vit tous des situations très inégales, très différentes, et que ce qui est possible pour une famille peut-être est très difficile pour une autre. Mais c'est pas parce que c'est difficile pour vous qu'il faut vous en culpabiliser ou vous en vouloir, hein. C'est tout à fait normal. Euh, voilà, je lis un message. Voilà. Voilà. Merci Marie. J'ai une consoeur, Marie, amie, qui me dit bonjour. Johanna, j'ai eu la même expérience il y a 14 ans avec notre voyage, avec nos enfants de 3, 6, 10 ans. Un cadre est important, je résume, hein. Un cadre est important à mettre en place pour l'enseignement, hein. Bien sûr que c'est important de ne pas leur dire pendant la durée du confinement, on s'en fiche de l'école. Bien évidemment que ça, c'est pas du tout éducatif. C'est important, mais on fait de notre mieux. Et donc Marie, tu nous dis maintenant, aujourd'hui, tes enfants sont grands. Et ils ont fait des écoles brillantes, hein. Je connais un peu les enfants de Marie. Ils ont fait des enfants brillantes et ta dernière est une excellente élève de Terminal S. Donc voilà, les expériences de voyageurs comme Marie, comme moi, montrent à quel point faire l'école, transmettre des choses pédagogiques d'une manière différente, vos enfants apprennent en fait, d'accord? Faites des gâteaux avec vos enfants, faites votre comptabilité avec vos enfants, ça fait réviser les tables de multiplication, bon bref. Essayez de vous adapter mais avec ce que vous maîtrisez plutôt que ce que vous ne maîtrisez pas, parce que ça va générer du stress. Vous avez plein de compétences en fonction de vos connaissances, de vos métiers. Partez de là en fait, partez de ce que vous savez faire pour transmettre des choses à vos enfants. Et on s'en fiche si ça ne fait pas partie exactement du programme du jour ou du programme de l'année. C'est des éponges, ils enregistrent, ils intègrent. Et ce qui n'aurait pas été vu parce que, un, vous n'avez pas le temps, ou deux, parce que vous ne vous sentez pas compétent pour leur enseigner, eh ben, ils le verront avec leurs enseignants plus tard. Moi, l'année dernière, quand on a voyagé, les enseignantes avaient été très claires en me disant
Il y a des choses que, comme vous n'êtes pas enseignante, vous ne pourrez pas savoir comment leur transmettre. Donc, ne le faites tout simplement pas. Donc, si vous vous sentez en difficulté, soit demandez l'aide de l'enseignant en question, ou soit différez, ou en tout cas, faites les choses différemment. Euh, voilà, je relis. Voilà, merci Marie. Les notions doivent être acquises, hein, mais surtout comprises, plus que des devoirs faits. Voilà, c'est comme ça que tu as vécu les choses, d'accord? Donc le fait de transmettre, d'en parler, hein, plutôt que d'être dans la production, je pense que ça c'est important. Merci Marie de ton témoignage. Donc voilà par rapport, c'était la première chose que je voulais vous dire, c'était concernant la scolarité en fait, hein. L'idée c'est que le temps scolaire doit être, je ne vais pas dire un moment de plaisir, et encore, hein, on pourrait prendre du plaisir à apprendre, à s'intéresser, à regarder des vidéos, à aussi, moi je parfais beaucoup mes connaissances sur des choses de CE2, alors j'ai pas honte de le dire, hein, il y a des choses que je découvre, que je redécouvre, que j'avais oubliées, donc ça me fait plaisir. Et du coup, c'est intéressant, surtout avec les enfants d'âge primaire, c'est-à-dire, ou même plus tard, hein, de dire, OK, j'ai oublié certaines notions, est-ce que tu peux m'expliquer, toi, hein? On peut aussi les mettre un peu dans une posture de, t'es l'enseignant et moi je suis l'élève et explique-moi. Parce que le fait que nos enfants expliquent des choses qu'ils sont en train d'apprendre ou qu'ils savent déjà, pardon, c'est un excellent vecteur d'apprentissage. Donc n'hésitez pas aussi à vous dire, bon attends, aujourd'hui ça va être moi l'élève parce que je comprends pas très bien ta leçon, est-ce que tu peux me l'expliquer? Et ça c'est ça fait sortir votre enfant de cette posture de je dois être adulte, je dois pardon être élève, et du coup le fait d'expliquer les choses va être très aidant pour lui. Je voudrais maintenant parler, si vous avez des questions concernant la scolarité, vous pouvez les poser hein, maintenant ou plus tard, mais en tout cas, n'hésitez pas. Je voudrais revenir maintenant par rapport au quotidien, hein, c'est-à-dire la vie à la maison, tout simplement, pour avoir finalement le même discours que je vais étayer par des exemples. Mais l'idée, c'est de se dire que vous n'êtes pas forcément cuisinière, restaurateur ou autre, hein, je veux dire, vous ne pouvez pas passer votre temps à préparer des repas équilibrés avec 5 fruits et légumes par jour forcément, parce que tout simplement on ne peut pas aller faire nos courses tous les jours, c'est pas voilà. Donc je crois aussi là, c'est va être de baisser le niveau d'exigence pour pas vous mettre une pression de dingue et une pression supplémentaire. Moi, dans les fameuses journées où j'en peux plus, hein, comme je dis souvent, je choisis mes combats, d'accord? Si on prend pas une douche tous les jours, c'est pas grave. Si on agrémente plusieurs repas de suite, des pâtes avec des sauces différentes, ben voilà, on change de repas comme ça. Mais c'est pas grave. Si on mange des légumes surgelés ou en conserve pendant quelques repas, c'est pas grave non plus, d'accord? Si nos enfants regardent un petit peu plus les écrans que d'autres jours ou qu'à l'accoutumée, c'est pas grave non plus. Ils vont pas rater leur vie pour autant. Ça ne fait pas de vous des mauvais parents. Ça ne fait pas de vous des parents inconscients. Ça fait juste à un moment donné des parents qui vont s'adapter à la situation du mieux qu'ils peuvent. Et donc ça, c'est vraiment important. Euh, L'idée, ça va être vraiment de trouver vos priorités, hein, c'est-à-dire déjà de voir quelle quantité d'énergie il vous reste hein, en fonction du moment de la journée et du coup quelles sont les priorités pour le moment, hein, de choisir les priorités. En parlant de priorités et d'énergie qu'il vous reste, je reviens un petit peu 2 secondes sur la question de la scolarité pour vous dire que si vous sentez qu'à un moment donné, l'apprentissage ne se fait plus, votre enfant il est à saturation, vous ça commence à monter, vous commencez à vous énerver, à vous agacer, stoppez en fait. Et ça vraiment, je le dis maintenant, mais je le dis tout le temps, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller au conflit, ça ne sert à rien de les acculer, ça ne sert à rien de vous énerver, parce que ça ne fait que monter votre stress et le vôtre, et du coup ça débranche l'appareil à penser. Donc forcément c'est absolument inutile. Euh, voilà, je reviens plutôt au quotidien et en fait j'avais envie aussi de parler aux enfants parce que depuis 3 vidéos je parle aux parents, mais j'ai aussi envie de m'adresser aux enfants. Alors les parents vous pouvez écouter, hein, bien évidemment, vous pourrez leur répéter s'ils ne sont pas devant l'écran, mais les enfants et les jeunes, hein, même les plus grands, ce que je dirais aux enfants qui m'écoutent, c'est que quel que soit ton âge, tu fais du mieux que tu peux dans cette situation.
Et que de la même manière que tes parents ou que n'importe quels adultes de ton entourage ou les frères et sœurs, personne n'a jamais vécu ça. Hein. On est les premiers à vivre une situation similaire. Donc la situation, elle peut être stressante, bien sûr, pour les parents qui télétravaillent ou qui sont stressés, etc. Mais elle est bien évidemment aussi stressante pour toi. Donc, s'il y a des moments, tu as envie de. Enfin, t'as envie. S'il y a des moments, tu sens que tu as un peu plus d'agacement, de colère, de stress, de ras-le-bol, de tristesse, de peur, de difficulté à te concentrer, à réfléchir, à dormir, toutes ces choses qui finalement, tu sens que c'est pas normal, tu sens que c'est pas dans tes habitudes d'être comme ça, eh bien, il faut vraiment te détendre et te déculpabiliser et vraiment te dire que c'est normal de vivre ces émotions-là parce que c'est pas tes émotions ou tes sentiments qui sont anormaux, c'est la situation qui l'est. C'est la situation qu'on vit, d'accord? Donc être stressé et pas bien dans une situation comme celle-ci, c'est tout à fait normal. Ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de ne pas garder ça pour toi à l'intérieur. Ça peut être vraiment d'en parler hein, aux parents s'ils sont dispo, mais ça peut être d'en parler aux amis. Je pense aussi aux ados, hein, de partager comment vous vivez les choses aussi à la maison, de pouvoir utiliser éventuellement d'autres personnes de l'entourage familial, hein, pour pas garder ça à l'intérieur de soi, parce que c'est vraiment en le partageant ou en l'écrivant. Hein, ça peut être de tenir un journal intime. Pour ceux qui ont du mal à discuter avec quelqu'un, mais au moins que ça reste pas et que ça puisse un peu sortir, parce que c'est normal de vivre des choses comme ça. Euh, c'est une situation qui demande une énorme capacité d'adaptation et de nous habituer, les enfants comme nous, les adultes, à un nouveau rythme. Et c'est pas forcément simple d'avoir les parents qui demandent du calme parce qu'ils sont en télétravail ou parce qu'ils sont fatigués. C'est pas facile en fait. On doit vraiment cohabiter dans un espace qui peut être restreint pour certaines familles. Et donc j'aurais envie de finir en disant aux enfants, tout le monde fait comme il peut, vous comme les parents, et c'est une situation où tout le monde a encore plus besoin que d'habitude de se serrer les coudes. C'est-à-dire que en tant qu'enfant, en tant qu'ado, vous avez besoin de vos parents pour qui vous êtes, qui vous laissent pas tomber par rapport à la scolarité. Et je pense que les parents, ils font vraiment comme ils peuvent. Mais je crois aussi que les parents, ils ont besoin d'un coup de main des enfants en fonction des âges, bah, pour aider à. Et ça, c'est vachement chouette de pouvoir se dire, ben, je rends service en fait, je suis utile à la maison pour donner un coup de main aux parents. Ça, je pense que c'est important de s'entraider dans les familles. Et en faisant ça, je pense que ça peut vraiment permettre de refaire venir un peu plus de sérénité et d'apaisement pour tout le monde. Voilà, Jessica, donc ouais, Jessica, vous nous dites, j'ai l'impression de plus avoir de temps pour moi. Bien sûr, Jessica, hein, donc Jessica, vous avez trois enfants hein, dans mes souvenirs. Forcément, c'est sûr qu'avoir un enfant ou trois, ça demande pas la même dose d'énergie. Surtout si on a des enfants qui sont un peu, qui bougent beaucoup, qui ont besoin de se dépenser, qui sont petits. Donc forcément, le temps pour vous, ça va être plus compliqué. Ce que j'ai envie de donner un peu comme idée, mais encore une fois, c'est des idées généralistes. Je ne sais pas si ça peut s'adapter à toute situation. Mais déjà, si vous avez la possibilité déjà d'être deux parents à la maison, en télétravail par exemple, ou ça peut être de se dire, bon ben peut-être que pendant que l'un télétravaille, est-ce que l'autre peut un petit peu donner un coup de main ou être là pour gérer les devoirs, et après ben, on inverse. D'accord? Ou si euh, l'un gère les devoirs et que l'autre n'a pas forcément grand-chose à faire, eh ben, il peut aller s'occuper de lui justement, prendre du temps pour lui. Ça peut être un quart d'heure, hein. Prendre du temps pour soi, ça ne demande pas forcément de prendre 2 heures par jour. Mais je pense qu'il vaut beaucoup mieux réussir à se préserver un quart d'heure par jour, quitte à ce que ce soit après le coucher des enfants ou avant leur lever, mais aussi pendant la journée, hein. Ça peut être extrêmement important de discuter de ça en conseil de famille ou pendant un repas et de dire, moi j'ai vraiment besoin d'un quart d'heure, 20 minutes pour faire, je sais pas, pour lire, pour faire de la sophro, pour faire mon sport, ce que vous voulez. Et je pense que ne culpabilisez pas les parents de prendre du temps pour vous, c'est essentiel. Et c'est important parce que ça envoie aussi l'information à nos enfants qu'on n'est pas que des parents, on est aussi des hommes, on est aussi des femmes qui ont besoin de prendre du temps pour soi. Parce que quand nos enfants deviendront parents, bien évidemment, c'est nous leur modèle.
Donc s'ils ont vu surtout des parents qui étaient épuisés, qui étaient en burn-out parental, parce que ça existe, évidemment, qui donnaient tout pour leurs enfants et rien pour eux, et bien quand nos enfants seront à leur tour parents, c'est pas un coup sûr, hein, mais il y a des possibilités pour qu'ils nous imitent. Donc du coup, ben, ils prendront pas de temps pour eux, il y a que le travail et l'éducation qui primera et eux, ils seront épuisés. Donc je pense qu'il n'y a aucun parent qui a envie que son enfant plus tard vive sa vie de cette manière-là. Donc j'ai envie de dire, essayez dans la mesure du possible de prendre des petits temps pour vous sans forcément avoir des énormes objectifs dans votre tête. Si vous vous étiez dit, chouette, je vais apprendre le chinois pendant le confinement, j'ai toujours voulu apprendre le chinois, ben, c'est peut-être pas le moment du tout. Vous ferez peut-être ça plus tard, quand la situation sera redevenue normale. Mais il vaut mieux prendre des petits temps pour vous réguliers que 1 heure par semaine parce que vous êtes juste épuisé, vous n'en pouvez plus. Voilà, donc Jessica, je vous invite vraiment à essayer de voir comment soit votre conjoint ou quelqu'un d'autre peut prendre le relais, ou soit hein, ben, on met un dessin animé, les enfants sont devant leur film, et vous avez peut-être 1 heure un petit peu pour vous, pour être à côté en fait. Voilà, je crois que les écrans, là, on peut vraiment les utiliser pour vous. Il vaut mieux des enfants 1 heure devant un écran que des enfants qui épuisent le parent et après que ça se répercute sur l'ambiance familiale. Voilà, donc je répète mon discours du début de la vidéo, c'est selon moi, et n'en déplaise à certains, je pense que tous mes confrères et consoeurs psy le diront, la continuité pédagogique, oui, mais pas au prix de notre santé mentale et psychologique et de la détérioration de notre famille. Parce que ça, vous allez vous trimballer les conséquences sur le long terme après, d'accord? Si vos enfants ils sont un peu en retard au niveau de la scolarité, ils vont le rattraper beaucoup plus vite que de voir après aller voilà, se remonter psychologiquement au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Ok. Ouais, ok, Jessica. Ok, je comprends. Bon, donc d'autant plus, hein, c'est d'autant plus important de prendre soin de vous comme vous pouvez. Et le comme vous pouvez, je pourrais le souligner, le mettre en gras, hein, et que chacun fait comme il peut. C'est ce que je ressentais un petit peu. Alors, je vois des choses extraordinaires qui circulent sur Internet, des plateformes qui ouvrent gratuitement tout leur contenu. Il y a des trucs de sport tous les jours en direct, machin. Il y a des vidéos comme je fais avec des bons conseils pour éventuellement mieux vivre le confinement, faire des plannings, etc. Des activités ludiques, etc. Mais en fait, des fois, il faut aussi avoir conscience que trop d'informations peut faire prendre le risque de culpabiliser les personnes qui n'arrivent pas à faire, ne serait-ce que une chose qui est conseillée en fait. Donc ne vivez pas ça comme des injonctions, c'est-à-dire comme des il faut faire ça pour que vos enfants aillent mieux. Rien que le fait que vous soyez là et que vous essayez de tenir comme vous pouvez, c'est important pour vos enfants. Ne vous mettez pas une culpabilité de ne pas arriver à leur faire de la peinture, etc. D'accord? Donc, euh, donc bon courage à tous ces parents qui font de leur mieux et surtout euh, voilà, voilà, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça, c'est important. Alors, je terminerai peut-être cette vidéo par vous donner des petites pistes pour continuer ces jours de confinement. Je referai probablement une vidéo d'ici quelques jours en fonction de mon humeur, de ce que moi je vis, et de ce que je lis ou des retours qui me sont faits. Euh, donc, euh, donc voilà, là ça je viens de vous le dire, hein, tout ce que vous lisez, les conseils, les idées sur Internet, hein, ce sont que des idées ou des conseils, ce ne sont pas des obligations. Et vous êtes un super parent, même si vous n'arrivez pas à faire un gâteau avec votre enfant ou si voilà. Euh, Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour des familles qui ont des fratries, notamment avec des jeunes enfants, priorisez la continuité pédagogique des plus grands. Euh, la continuité pédagogique d'une enfant qui est en grande section de maternelle quand ses 2 frères sont au collège, je suis désolée et j'ai beaucoup de respect pour les enseignants de maternelle, hein, ne le voyez pas ça comme ça, mais pour moi, c'est pas du tout la priorité. Et là, je suis claire avec ça. La priorité du parent, il fait déjà comme il peut, mais s'il y a une priorité à donner, c'est à la scolarité des plus grands. Et l'enfant qui est en maternelle, grande section de maternelle, ce dont ils ont besoin, c'est surtout de jouer, de faire des Legos, de jouer à la poupée, de jouer à la dinette, de lire, d'écouter des musiques, d'écouter des histoires aussi, hein. Ils adorent écouter des histoires, les enfants. Donc vraiment, non, je suis claire par rapport à ça. J'ai eu le cas hein, dans mon entourage
d'une maman qui était très mal, je sentais en tout cas, et parce qu'elle n'arrivait pas à mener de front les 3 journées qui lui étaient demandées pour ses 3 enfants, dont une petite en maternelle. Donc non, hein, ça veut pas dire de ne pas s'occuper de la petite, on est bien d'accord, mais ça veut dire que ce qui est demandé par l'enseignant, ce n'est pas une priorité en fait. Vous êtes avec votre enfant, vous vous occupez de votre enfant, et c'est ça dont il a juste besoin, c'est d'être avec vous, et ça c'est super. Euh, tout ce que vont faire vos enfants, des activités annexes, je parlais des Lego, de la poupée, d'écouter des histoires, de jouer dehors si vous avez la chance d'avoir un extérieur, de faire du sport, ben, bref, ce que vous voulez, même s'il n'y a pas une visée pédagogique, même si ça ne fait pas partie du programme scolaire de l'année, ce n'est pas grave, c'est un apprentissage en soi. Donc ne pensez pas que, sous prétexte que ce n'est pas ce qui a été donné le matin par les enseignants, ils n'ont pas fait école. Si, bien sûr, du matin au soir, du lever au coucher, vos enfants apprennent. D'accord? Et ça, c'est, c'est important pour moi de souligner ça. Si vous rencontrez des difficultés dans le travail scolaire, quelles qu'elles soient, votre enfant n'y arrive pas, votre enfant est stressé, votre enfant a l'impression d'être en retard, vous avez l'impression de ne pas y arriver, ou vous êtes anxieux à l'idée de ne pas répondre aux demandes et de ne pas tout boucler, mettez-vous en contact avec l'enseignant. N'essayez pas de mettre la pression à votre enfant pour absolument rattraper le retard. Mettez-vous en contact avec l'enseignant, s'il vous plaît. Gérons ça entre adultes. Et je pense que 99% des enseignants et des profs de notre pays connaissent la situation qu'on traverse et seront compréhensifs, bien évidemment. D'accord? Donc, euh, ça, bien sûr, je pense que ça aussi, ça nous fait des rappels du propre rapport qu'on a aussi avec les profs et les enseignants, hein, de notre propre rapport à la scolarité. Donc c'est aussi une bonne occasion des fois, de dépasser nos peut-être difficultés personnelles, hein, pour envoyer un mail, laisser un message, et finalement pour faire l'expérience que les profs et les instituts, ils sont de notre côté, ils sont pas contre nous en fait. C'est surtout ça qui est important. Si vous vous sentez en difficulté, si vous sentez vraiment que vous êtes épuisé, que vous avez plus de jus, que vous n'arrivez pas à tout mener de front, que vous voyez pas la fin de ce confinement, bref, que vous allez mal et que vous vous sentez vraiment pas bien, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Parlez-en au moins à une personne de votre entourage. Il y a des plateformes de soutien au niveau de la parentalité qui existent. Mettez un message anonyme si vous voulez pas forcément partager ça avec des proches. Moi, vous pouvez m'envoyer un message, hein, j'y répondrai volontiers si je peux. Mais ne restez pas seul parce que là, vous rentrez après dans le cercle vicieux. C'est que vous n'y arrivez pas, du coup, ça génère de l'épuisement et du stress. Et comme vous êtes épuisé et stressé, vous y arrivez d'autant moins. Et si vous y arrivez d'autant moins, les enfants vont être pas bien. Et là, après, on tourne en rond. Donc, vraiment, ne restez pas seul avec ça. Euh, je dis aussi beaucoup que de pouvoir utiliser les ressources annexes, les ressources extérieures à la famille. Je pense aux grands-parents, je pense aux cousins, aux cousines, je pense à toutes ces personnes de nos familles, quand on a la chance d'en avoir, qui peuvent être, hein, des bons supports pour déjà permettre à nos enfants de pouvoir leur passer un coup de fil ou un mail, n'importe, pour donner des nouvelles. Ça permet comme ça à vos enfants d'exprimer comment ils vivent la situation, hein, et pas tout garder à l'intérieur d'eux. Ça permet d'être en lien, ça permet éventuellement de travailler, je sais pas moi, ou de faire une lecture avec un grand-parent, et à la rigueur, on est d'accord, peu importe, on ne fait pas du truc scolaire forcément avec les grands-parents ou les cousins-cousines, mais rien que d'être en lien, de parler, ça travaille le vocabulaire. Voilà, on peut aussi aider nos enfants à acquérir beaucoup, beaucoup de choses en étant évidemment en lien. Au niveau de la responsabilité du quotidien, alors je ne sais pas dans l'école de vos enfants, je pense que c'est surtout en primaire, mais les miens, ils ont des rituels toutes les semaines, où il y en a un qui est responsable de rang, l'autre responsable du rangement, etc. Ils ont des petites missions, hein, des responsabilités dans les classes. Faites la même chose à la maison, et les enfants se sentent valorisés quand on leur confie une sorte de challenge, de mission pour la journée, etc. Essayez de voir comment rendre la chose un peu attrayante et ludique, pour que finalement
le fait de responsabiliser vos enfants, de les autonomiser, et ça c'est hautement éducatif, va vous permettre d'alléger votre charge mentale. Hein. Donc ça c'est aussi d'en parler aux enfants et de dire que vous avez besoin d'eux, vous avez besoin de leur participation et c'est normal en fait. Dans une famille, on se soutient les uns les autres, ça c'est important. Euh, voilà, ça j'en ai déjà parlé. Euh, voilà, j'avais une dernière petite idée à vous suggérer. Moi, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on aime bien. Enfin, on a fait ça fait longtemps qu'on le fait et c'est un petit peu, ça fait partie de la routine familiale. À la fin de la journée, donc souvent on utilise le repas du soir, on peut partager en famille chaque jour trois choses. Euh, une ou deux choses que j'ai réussi à faire aujourd'hui pour moi et dont je suis fière. Alors des petites choses, hein, il ne s'agit pas d'avoir, je sais pas moi, rangé toute la maison de fond en comble. Ça peut être, je suis fière d'avoir réussi à prendre un quart d'heure pour moi pour m'allonger sur mon lit. Je suis fière d'avoir réussi à, à faire un jeu de société en gardant mon calme. Je suis fière d'avoir pu dire à mes enfants ce dont j'avais besoin ce matin. Voilà, bref, une ou deux petites choses dont vous êtes fiers dans la journée. La deuxième question, c'est qu'est-ce que quelqu'un a fait pour moi aujourd'hui, hein, une ou deux petites choses que quelqu'un d'autre a fait pour vous et qui vous a fait du bien. Hein. Et là encore, on ne cherche pas des choses incroyables. Hein. Ça peut être ben, le câlin de mon enfant quand je lui ai dit que j'étais fière de lui. Ça peut être ma fille qui m'a aidé à vider le lave-vaisselle. Bon, bref, n'importe. Hein, des petites choses que quelqu'un a fait pour vous. Euh, et une ou deux choses que j'ai fait pour quelqu'un dont je suis fière. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour moi dont je suis fière? Qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un d'autre et dont je suis satisfaite? Et qu'est-ce que quelqu'un a fait pour moi aujourd'hui? Et ça permet, en discutant en famille, finalement, c'est une autre manière de se remercier, de dire bah, je te remercie pour avoir fait telle chose, j'ai été touchée de ça, et aussi d'avoir de la reconnaissance aussi pour soi-même et de pouvoir le partager en famille parce que bien sûr que même dans les journées des fois les plus difficiles, il y a toujours au moins une toute petite chose qui s'est pas trop mal passée. Hein. Donc ça va être de mettre la loupe et d'aider un petit peu à, à trouver ça en famille. Et par expérience, moi quand j'ai du mal à répondre par exemple sur qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a été bien, comme c'est un petit rituel dont on a l'habitude en famille, souvent mes enfants me voyant pas très en forme, fatigués et puis un peu, voilà, un peu grognon. Souvent c'est eux qui me disent mais si maman, souviens-toi, tout à l'heure t'as fait ci, t'as fait ça. Donc voilà, c'est un chouette moment qu'on peut partager en famille pour finir la journée en sortant un peu la tête de l'eau et en se disant bon, on est quand même là ensemble, on fait de notre mieux, la situation est difficile, mais quand même, il y a ces toutes petites choses qui sont pas trop mal et qu'on arrive à faire. Voilà. Donc, je finirai juste par cette petite phrase que vous connaissez peut-être, hein, c'est un petit dicton qui dit à l'impossible, nul n'est tenu. D'accord? Donc, ça vient bien dire ce que ça veut dire, surtout dans la situation actuelle. À l'impossible, nul n'est tenu. Il n'y a personne qui doit relever l'impossible. On fait tous de notre mieux, nous en tant que parents, mais aussi nos enfants. Et donc, le fait d'être indulgent avec nous-mêmes, indulgent avec eux, et surtout de prendre soin de la santé, je dirais, psychologique, du bien-être de votre famille avant les corvées, avant la continuité pédagogique, avant le ménage de la maison, ça c'est important. Voilà. Donc j'en ai terminé avec ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a donné, je sais pas, des idées, des pistes. J'espère avoir pu peut-être soulager une petite partie de la culpabilité, si certains en ont, de ne pas réussir à tout faire, et de vous donner des pistes pour essayer de dépasser aussi ces difficultés, comme appeler les enseignants, pas rester seul, envoyer des messages, etc. Voilà, parce que je pense, et je pense qu'il faut se le dire, on est tous des parents super, on fait de notre mieux, même s'il y a des moments où on crie, même s'il y a des moments où c'est difficile, on est là pour nos enfants et on lâche pas, quoi. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des questions ou des remarques.
J'attends juste 1 minute et puis après je vais couper la vidéo. Vous la retrouverez sur la chaîne YouTube qui porte mon nom, Johanna Mikou Pro. Je la mettrai en replay. Voilà. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions et puis il est 6h moins 10. Je vous propose d'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas s'il y a des idées de sujets que vous avez envie que j'aborde, s'il y a des questions en particulier, ben, n'hésitez pas à me les envoyer et puis ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et faites du mieux possible. À bientôt.